Et je partage mon écran. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les DAX User Defined Functions qui ont été annoncés il y a quelques semaines par Microsoft lors de la grosse conférence Fabrique à Vienne. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, Tristan Malherbe, je suis le cofondateur de DataPulse, une société qui fait du conseil et de la formation autour de Power BI et Fabrique. Et donc aujourd'hui, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, j'ai mis 1 heure et quart de meeting pour qu'on se laisse aussi un temps d'échange. J'ai aussi pas mal de choses à vous montrer sur ces fameuses User Defined Functions, UDF, acronyme que je vais beaucoup utiliser évidemment au cours de cette session, pour pouvoir voir les cas d'usage concrets en DAX. Donc c'est parti, vous pouvez poser des questions dans le chat, je les vois sur mon téléphone à côté. Il y a aussi carrément une section Q&R, questions et réponses, où là aussi vous pouvez interagir avec moi. On aura des temps d'échange. La session est enregistrée, je la republierai ensuite sur ma chaîne YouTube si vous voulez la revoir ou la partager à des collègues. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une User Defined Function et pourquoi ça a fait autant de buzz dans l'écosystème Power BI ces dernières semaines? Donc, en français, fonction DAX personnalisable, d'accord, ou personnalisée plutôt, et réutilisable dans votre modèle de données. Donc, vous allez avoir la possibilité, depuis la mise à jour de septembre 2025 de Power BI Desktop, de pouvoir créer effectivement vos propres fonctions personnalisées, un peu à l'image de ce qui existe aujourd'hui, par exemple, dans le langage M, où depuis le début en fait, de Power Query, les utilisateurs ont la possibilité, d'ailleurs avec une syntaxe assez similaire à celle qui a été sortie là avec les fonctions DAX, de créer donc leurs propres fonctions personnalisées pour les réutiliser au sein d'un même fichier, au sein d'un même modèle Power BI. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Et le but de cette session, c'est pas forcément de rentrer dans la technique, de la syntaxe et des différents paramètres, mais c'est plutôt d'illustrer tout l'intérêt et toute la puissance de ces fonctions personnalisées et réutilisables à travers des cas métiers qu'on rencontre assez fréquemment dans Power BI. Donc la syntaxe, la voici. Là, par exemple, je définis une fonction qui s'appelle add to number. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ça, c'est le nom de ma fonction personnalisée. Je mets un égal ici pour définir ensuite les arguments ou les paramètres de ma fonction qui sont présents ici. Donc j'ai deux paramètres, deux arguments. Je ne vais volontairement pas utiliser le mot paramètre parce que je ne veux pas que vous confondiez avec d'autres objets disponibles dans Power BI. Donc j'ai deux arguments, X et Y. Alors ces arguments, on le verra un peu plus tard dans la session, hein. Là, c'est des nombres entiers, mais ça peut être du texte, ça peut être des colonnes, ça peut être des mesures, enfin peu importe, un peu tous les objets qui existent aujourd'hui dans Power BI. Ça, c'est ce que retourne ma fonction personnalisée. Vous voyez, c'est la même syntaxe qu'en M. C'est mon return. Et ça, du coup, bah, il faut que je trouve une autre couleur, le orange. Allez hop. Ça, c'est ce que va retourner ma fonction en bout de chaîne. Alors, vous remarquez que, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas la possibilité de préciser le type retourné par la fonction. Est-ce que la fonction est censée retourner un chiffre, une table? Parce que oui, les UDF DAX permettent de retourner des tables. C'est un de leurs principaux intérêts, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, je ne peux pas, à ma connaissance, préciser le type en sortie attendu de cette table d'axe, alors que, par exemple, je peux le faire dans d'autres langages, comme le langage M. On y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, j'ai défini les fonctions personnalisées, j'ai expliqué leur syntaxe. Alors, leurs intérêts. Quel est l'intérêt finalement de tout ça? Globalement, ça va consister à factoriser votre code. Vous allez pouvoir centraliser à un seul endroit, donc dans le code de cette fonction personnalisée, une logique que vous allez vouloir éventuellement répliquer sur plusieurs mesures, plusieurs colonnes à l'intérieur de votre modèle de données. Ça va aussi vous servir à simplifier votre code, euh, masquer certaines complexités, notamment liées au DAX, puisque hein, le DAX est un langage complexe, assez abstrait. Ça fait appel à des concepts assez costauds, contexte de ligne, contexte de filtre, transition de contexte, table virtuelle, itérateur, table étendue, data lineage. C'est assez complexe tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'utilisateurs ont un espèce de plafond de verre en DAX qu'ils n'arrivent pas à dépasser parce qu'ils ont voulu apprendre le DAX par la pratique et en venant d'Excel ou d'SQL en disant bon, bah, c'est bon, c'est juste un langage, je vais apprendre comme ça. Non, le DAX, malheureusement, suppose une certaine humilité. Il faut parfois repartir de zéro et il faut accepter de rentrer dans le moule de ce langage pour en appréhender
toutes ces subtilités et toutes ces complexités, bah, l'avantage, c'est que vous, en tant que développeur DAX, vous allez pouvoir mettre à disposition de la communauté, de vos utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes, ou tout simplement des futurs développeurs Power BI que vous connaissez, des fonctions qui vont venir en fait simplifier le DAX et masquer toutes ces complexités conceptuelles cachées de ce langage à la fois mystérieux et diaboliquement puissant. Alors évidemment, le troisième intérêt de ces UDF, bah, c'est de pouvoir les réutiliser. Donc, vous centralisez un code à un seul endroit, vous simplifiez, mais derrière, le but, c'est de pouvoir s'en resservir. On va donc pouvoir appeler ces fonctions dans un modèle de données Power BI, ou bien carrément, on pourrait imaginer de réutiliser ces fonctions ailleurs, dans d'autres modèles, etc. Ça, j'y reviendrai en fin de session. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais aller dans Power BI Desktop. Alors, la première chose à dire, c'est que c'est une fonction qui est en pré-version. Donc, il faut aller dans Options et paramètres, Options, pour pouvoir aller activer ceci. C'est depuis la mise à jour de septembre 2025. Donc, un, il faut télécharger la mise à jour de septembre 2025. Et deux, vous devez ici aller activer tout en bas cette fonctionnalité en pré-version pour pouvoir l'utiliser vous-même. Qui dit pré-version dit que c'est peut-être pas encore complètement sec. Il y a potentiellement des bugs ou des fonctionnalités limitantes qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et c'est ce que je vais vous présenter du coup aujourd'hui. Alors, on va commencer par du basique. Déjà, où est-ce qu'on peut définir ces fonctions? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur Power BI, on a l'habitude de faire un clic droit ici pour définir ces objets. Hein, ça peut être des mesures, des colonnes, etc. Là, malheureusement, il n'y a pas cette option créer une nouvelle fonction. Peut-être que ça viendra un jour. L'interface de création de ces fonctions, elle se fait dans cette nouvelle vue, là, la vue de requête DAX, qui est disponible depuis à peu près 6 mois ou 1 an dans Power BI Desktop. C'est uniquement là que vous allez pouvoir créer et définir ou modifier vos fonctions DAX. On peut aussi en fait le faire avec la vue Tyndall. C'est un peu plus technique, un peu plus complexe. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans la session. Moi, en tout cas, je vais utiliser ce menu-là, qui est le menu, donc à pas confondre avec la vue modèle, hein, c'est encore une autre vue, c'est la vue DAX. C'est là où vous allez pouvoir créer vos fonctions personnalisées. Donc on va en créer une ensemble, bah, la même que je vous ai montré dans le chat tout à l'heure pour expliquer la syntaxe. Alors juste pour vous expliquer, hein, pour être clair, je vais monter crescendo en difficulté dans cette session. Au début, on va faire des choses assez simples, parce que je veux vraiment que vous compreniez le principe de fonctionnement de ces fonctions personnalisées. Et puis après, on va vraiment monter dans la difficulté. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tous les concepts sous-jacents, au contexte, etc. Donc, ceux qui ont peut-être du mal aujourd'hui à comprendre certaines choses en DAX, sur les contextes, les tables virtuelles, etc., le but de cette session, c'est pas que je vous explique tout ça. C'est qu'à la limite, je vous montre comment vous pouvez demander à des experts dans vos boîtes de créer des fonctions personnalisées pour vous aider à réexploiter tout ça sans avoir à le comprendre. Bon, j'en reviens à ma fonction. Donc, je vais grossir un petit peu le texte ici. Donc, define function, ça c'est la syntaxe. Ok, bon, je peux un peu indenter. Je vais l'appeler par exemple sum to numbers. Donc ça, c'est le nom de ma fonction. Égal. Je vais définir mes paramètres. X en integer 64. Y. Donc là, vous voyez un peu les différents types qui existent dans les arguments que vous pouvez passer à vos fonctions. J'ai vu passer une question dans le chat, est-ce que le typage d'arguments est obligatoire? Non, mais par contre, il est très important. Et j'y reviendrai un peu plus tard, mais selon le type que vous passez aux arguments de votre fonction, vous pourriez avoir des résultats différents de votre fonction qui, parfois, va peut-être attendre une mesure, par exemple, pour invoquer la transition de contexte quand on itère sur une table virtuelle ou dans un contexte de ligne, alors que parfois, vous voulez que ce soit absolument un integer, justement, pour pas qu'il y ait ce problème-là. Autre exemple, je vais montrer pas mal de fonctions aujourd'hui qui manipulent des tables et des colonnes. Si j'attends une table ou une colonne en entrée, bah, autant que je la type correctement en input au démarrage. Ok, je vois qu'il y a des gens qui... Ok, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, là, le AI Assistant de Mamadou Diédiou. Bon, on verra ce que ça donne. Y, on va le mettre aussi en integer 64. Ok. Donc, j'ai défini le nom de ma fonction, les arguments que j'attends et leur type. Je ne peux pas définir le type de sortie de ma fonction, ça je l'ai déjà dit. Par contre, je vais passer à mon return. OK, et je vais juste faire x plus y. Pardon, y. OK, voilà. Donc là, j'ai défini ma première fonction. Pour pouvoir la valider, il faut que je clique ici sur ce bouton, mettre à jour le modèle. Parce que là, j'ai défini son expression, mais elle n'est pas encore stockée au niveau de mon modèle Power BI. Donc je clique ici, je mets à jour mon modèle.
Et sur la droite, vous voyez que donc je suis ici dans ma vue DAX, en haut dans la vue modèle. Donc là, je vais retrouver un peu tous les objets de mon modèle sémantique, la langue, mes mesures, les expressions, les groupes de calcul, je reviendrai aussi là-dessus pendant la session, mes relations, mes tables, etc. Et il y a un nouvel objet, effectivement, qui s'appelle fonction, où là, je vais pouvoir retrouver les fonctions personnalisées que j'ai créées dans ce fichier et uniquement dans ce fichier. Pour l'instant, on n'a pas encore ce principe de je me connecte à une librairie externe où je peux directement récupérer ces fonctions-là. Là, c'est vraiment des fonctions qui sont définies et stockées, en tout cas leur expression, dans mon fichier PBX. Donc, il y en a certaines que j'ai déjà préprogrammées pour la session. Celle que je viens de créer, elle est là. Elle s'appelle sum2numbers. Alors, petite chose qui parfois perturbe un peu les utilisateurs. Ok, donc là, j'ai enlevé mon menu de création. Si je clique ici sur ma fonction, je ne vois pas son expression. J'ai perdu mon zoom. Non, c'est bon. Donc si je clique ici sur ma fonction, elle est bien définie, mais par contre, je ne vois pas son expression, si je veux éventuellement la contrôler ou la modifier. Pour faire ça, je trouve ça un peu moyen. Il faut soit faire un clic droit, soit cliquer sur les trois petits points à côté de votre fonction. Et il faut faire, euh, on peut même pas juste faire définir, il faut faire définir et évaluer. Voilà. Et là, du coup, je vais enlever la partie évaluer, je ne veux pas l'évaluer, je veux juste revoir son code. Voilà l'expérience aujourd'hui en termes d'interface. Franchement, c'est pas incroyable, on sent que c'est le début, mais ça a le mérite d'exister et je suis aussi là pour vous expliquer comment ça fonctionne à aujourd'hui, et aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc là j'ai défini ma fonction, elle est bien stockée là, et si je veux pouvoir revoir son code ou le modifier, je vais ici. Bon, très bien. Maintenant, comment j'utilise cette fonction? Eh bien, tout simplement, je peux appeler cette fonction à peu près partout dans mon fichier Power BI où je peux taper du DAX. Donc, par exemple, dans des tables calculées, dans des colonnes calculées, ou plus communément, dans des mesures. Donc, par exemple, je vais créer une nouvelle mesure. On va l'appeler, je ne sais pas, UDF test. Donc, ça, c'est le nom de ma mesure. Égal. Donc, si je tape sum, là, vous voyez que je retrouve donc l'IntelliSense, hein, l'aide à la saisie. Je retrouve les fonctions DAX natives de Power BI. Donc ça, c'est des fonctions qui existent déjà, elles sont là. Et ici, j'ai ma fonction sum2numbers que je viens de créer moi-même explicitement, ma fonction personnalisée. Alors, c'est assez vicieux de la part de Microsoft. Je ne sais pas si vous voyez, il faut vraiment que je zoome beaucoup. Attends, je vais beaucoup, beaucoup zoomer. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a une légère différence d'interface. Le petit fx, là, c'est pour les fonctions natives, et le fx avec le petit bonhomme, mais qui est vraiment très discret et très léger, c'est que c'est une fonction personnalisée. C'est comme ça que vous pouvez les distinguer aujourd'hui. Bon, on a déjà vu mieux en termes d'interface. Peut-être que demain, ils grossiront un peu les choses ou qu'ils rendront l'interface plus sympa. Donc moi, ce que je veux utiliser ici, c'est ma fonction personnalisée, sum2numbers. OK? Donc là, je vois ce qu'elle attend. Elle attend un nombre entier et un autre nombre entier, séparés d'une virgule, hein, ça c'est mon séparateur classique en DAX. Donc je vais mettre par exemple 2 et 3. Et donc maintenant, j'ai une mesure DAX, UDF test, qui appelle ma fonction personnalisée. Cette mesure DAX, du coup, me retourne un résultat qui retourne une valeur scalaire, donc en l'occurrence ici un chiffre. Et si je le glisse à l'écran, bah, évidemment, 2 plus 3, ça fait 5. Et 3 plus 3, ça fait 6. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors là, j'ai pris un exemple très basique. Malheureusement, hein, cette mesure ne va pas réagir à mon modèle de données où j'ai des marques, des pays, etc. Hein, puisque là, c'est pas la faute de ma fonction personnalisée. Enfin, c'est plutôt de la façon dont je l'ai codé, c'est que j'ai hardcodé deux nombres et je les additionne. Bon, très bien. Euh, Évidemment, tout l'intérêt des fonctions personnalisées, c'est de venir travailler avec vos objets actuels de votre modèle de données. Pourquoi pas des mesures actuelles de votre modèle, des tables, des colonnes, euh, pour pouvoir interagir avec et faire des choses beaucoup plus avancées, évidemment, que juste sommer deux chiffres. Tiens, on peut prendre un exemple ici qui montre l'intérêt de bien définir vos types. Vous voyez ici dans mon sum2numbers, j'avais mis integer. Il se trouve que dans mon modèle de données, j'ai déjà des mesures DAX définies. J'ai un modèle de données assez classique avec des ventes. Donc j'ai les ventes, le nombre de orders, le nombre de clients, etc.
Ici, si je mets Total Sales, alors ça marche. Donc là, il m'a bien sommé 3 avec Total Sales. Pourtant, j'avais dit que j'attendais un nombre entier. Alors pourquoi ça marche ici? Parce que Total Sales est une mesure qui retourne un nombre entier. OK? Dans ce contexte-là, ça ne pose pas problème. Dans d'autres contextes où vous avez besoin que vraiment que ce soit une mesure pour pouvoir invoquer par exemple une transition de contexte, là ça sera un peu plus compliqué, mais j'y reviendrai plus tard. Donc là j'ai ma mesure qui somme 3 à Total Sales, et pour le coup, celle-là, cette mesure-là, qui appelle ma fonction personnalisée, elle va bien réagir au contexte d'évaluation. D'accord? Par exemple ici, si je filtre par pays, vous voyez ma mesure qui appelle ma fonction personnalisée, elle réagit bien au contexte marque Contoso et pays Italie. Donc là, vous commencez à voir un peu où je vous amène, c'est que finalement, ces fonctions personnalisées, vous allez pouvoir leur passer un certain nombre d'arguments et interagir avec les objets de votre modèle. Je vois pas de questions à ce stade dans le chat. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'est une fonction personnalisée, comment on la définit et où, à quoi ça sert et comment on les utilise, je vais vous prendre sur la prochaine heure plein d'exemples métiers concrets qu'on rencontre assez fréquemment dans Power BI pour illustrer toute la pertinence et tout l'intérêt justement d'aller coder vous-même ses propres fonctions plutôt que d'utiliser les fonctions DAX prédéfinies par Microsoft. Donc pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur un modèle de données assez classique que j'ai déjà brièvement commencé à vous expliquer, qui est un modèle de vente où j'ai une table de faits avec des ventes, et j'ai un modèle en étoile avec des référentiels produits, magasins, calendrier et clients. Ok, donc du bon vieux Star Schema, modèle en étoile, avec des clés primaires et des clés étrangères. J'ai masqué les clés techniques, j'ai mes tables de dimensions qui sont bien là, etc., etc. J'ai déjà des mesures d'axe préconfigurées. Je calcule notamment le chiffre d'affaires, vous voyez là, le nombre de commandes, le nombre de clients, le panier moyen, etc., etc. Donc ça, c'est des mesures qui vont tout simplement taper dans ma table de faits et qui se recalculent à la volée. Et maintenant, bah, on va prendre certains exemples métiers pour illustrer la puissance de ces fonctions personnalisées. Alors, là, sur les prochaines 20-30 minutes, je vais beaucoup travailler autour des rangs, des calculs de rangs, le top, le min, le max, c'est qui la troisième meilleure valeur, etc. Parce que c'est typiquement des sujets qui sont souvent demandés par le métier, c'est des calculs assez fréquents, mais qui ne sont pas si simples que ça à appréhender en DAX. Donc, euh, ici, vous voyez, j'ai mes ventes que je répartis par pays. Très bien. Je peux évidemment changer de catégorie, de typologie de produit, etc. Ça réagit à la volée. Moi, ce que je veux, c'est une mesure qui me retourne le rang de chaque pays et qui, évidemment, se calcule dynamiquement. Eh bien, pour faire ça en DAX, un utilisateur, euh, pardon, je ne comprends pas, normalement, j'avais fait en sorte que vous puissiez fuir là. Je pense que c'est des gens qui essaient de rejoindre la réunion avec un autre mail que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire. Bon. Euh, Total Sales Rank égale. Donc là, je vais coder moi-même en DAX cette fonction. RankX, All Selected, Country Name. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Euh, Total Sales. Donc ça, c'est ma façon en DAX de coder un ranking dynamique qui réagit au contexte d'évaluation, hein, et qui me permet donc de recalculer à la volée mon rang. Et bien là, vous voyez, typiquement, on est sur un cas où l'instruction, elle est peu verbeuse, hein, elle tient sur une seule ligne de code, mais elle suppose de maîtriser quasiment tous les concepts compliqués du DAX, à savoir itérateur, table virtuelle, blocage de contexte, contexte de ligne avec le rank X, transition de contexte par invocation d'une mesure qui contient implicitement un calculate et qui du coup transforme le contexte de ligne en contexte de filtre. Alors si vous n'avez rien compris à ce que je viens d'expliquer sur les 30 dernières secondes, bah, vous voyez là justement l'intérêt des fonctions personnalisées, c'est que moi en tant que développeur DAX, je vais pouvoir masquer en fait cette complexité à des utilisateurs de la communauté Power BI ou à des utilisateurs dans mon entreprise
pour justement pas qu'ils aient à rentrer dans tous ces concepts compliqués qui sont nécessaires, même pour des cas basiques comme le ranking. Je répète ici, il faut maîtriser contexte de ligne, contexte de filtre, itérateur, transition de contexte, table virtuelle. C'est compliqué tout ça. La plupart des utilisateurs Power BI, et même ceux qui codent en DAX, ils maîtrisent pas ces sujets-là. Et pourtant, ils sont nécessaires quand on veut répondre à des problématiques métiers concrètes et fréquentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir une fonction personnalisée un peu plus complexe que ce que je vous ai montré tout à l'heure, où je vais masquer en fait toute cette complexité inhérente au DAX pour permettre à des utilisateurs moins techniques de pouvoir faire des calculs de rang sans avoir à se préoccuper de tout ça. Donc on y va. Ma fonction, je vais l'appeler simple rank. Ok. Je vais lui mettre en premier argument la colonne sur laquelle je vais faire mon rank. Donc call rank. Cette fois-ci, je vais lui mettre un type AnyRef. Donc ça, c'est le type à utiliser quand vous voulez que votre argument, ce soit forcément une table ou une colonne. À ma connaissance, peut-être que je me trompe. Si, remarquez, on a aussi l'argument table ici, que j'ai jamais essayé. Tiens, allez, je vais l'essayer ici. On va voir ce que ça donne. Euh, ok, donc call rank as table, et on va mettre en deuxième argument la mesure ou le calcul sur lequel je veux faire mon rang. Donc je vais l'appeler measure rank. Et cette fois-ci, je vais la mettre en expression. Donc expression, c'est le type de données qu'il faut utiliser quand vous voulez invoquer soit des mesures, soit du code type somme, moyenne, etc. Enfin, quelque chose dont vous avez besoin qu'il y ait un calcul derrière, en fait. Pas forcément une valeur scalaire fixe. Donc ici, expression. OK? Et donc, ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, là, je vais encapsuler dans ma fonction DAX toutes les complexités inhérentes au langage. C'est là que je vais faire mon calcul. Donc, rank X, all selected. Je ne reviens pas sur les notions entre all et all selected, enfin peut-être un peu plus tard. Call rank. Alors là, vous voyez, parfois il y a des petits problèmes d'intelligence. Là, il ne me propose pas le call rank. On va voir ce que ça donne. OK. Expression, bah, ça va être ma measure rank. Valeur, je ne mets pas. Ordre, ça sera en descending. Et voilà. Donc là, j'ai créé une nouvelle fonction personnalisée qui prend deux arguments, la colonne du rang et la mesure sur laquelle je veux faire mon calcul. Et tout simplement, je passe ces arguments-là dans ma fonction personnalisée. Là, l'intérêt, c'est de masquer les complexités du DAX. Donc, je vais mettre à jour mon modèle. J'ai désormais une nouvelle fonction ici qui s'appelle SimpleRank. On commence par du basique, hein, mais vous inquiétez pas, je vais vite augmenter le niveau de difficulté, hein. Et donc, cette fois-ci, plutôt que moi, développeur Power BI, ou bien moi, utilisateur métier, je me complexifie la vie avec ces histoires de table virtuelle, etc., je vais pouvoir, ici, je vais commenter mon code. Comme ça, vous voyez l'ancienne version. Et maintenant, je vais utiliser ma fonction personnalisée qui simplifie mon DAX, simple rank. J'ai juste à appeler country name. Ah, vous voyez, j'ai mis table. On va voir ce que ça donne. Non, là, il veut pas. Donc je me suis fait avoir. J'aurais pas dû mettre table ici. C'est bien la preuve qu'il faut mettre AnyRef. Parce qu'en fait, je pense qu'il attend une table. Ouais, il n'arrive pas à travailler avec des colonnes, en fait, dans ce cas-là. AnyRef est plus souple. Pardon, je reviens ici. J'ai voulu faire une impro. Voilà, ça m'apprendra. Hop. Donc, simple rank. Country name, voilà, là comme par hasard il me le propose, j'ai bien l'IntelliSense. Donc country name et ici total sales. OK. Et donc là, ma mesure fonctionne. Elle me retourne bien un rang dynamique. Et c'est pas parce que j'ai fait une UDF que c'est statique, hein, ça continue bien de se recalculer. D'accord? Donc ici, il me recalcule mes rangs, enfin, tout se recalcule bien à chaque fois comme il faut. OK? Sauf que cette fois-ci, bah, plutôt que de passer par du DAX compliqué, j'ai utilisé ma fonction personnalisée SimpleRank, qui est ici. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, tu as fait ça parce que tu as su la coder, cette fonction personnalisée. Donc quelque part, ça revient au même que si tu avais eu à créer la mesure ici directement. C'est vrai, mais tout l'intérêt, c'est que ces fonctions personnalisées, bah déjà, vous allez pouvoir vous en resservir dans d'autres mesures et dans votre fichier. Et puis surtout, je vous montrerai en fin de session comment vous pouvez en fait faire en sorte que d'autres personnes dans la communauté Power BI
ou des développeurs Power BI dans votre entreprise ou des collègues puissent les réexploiter, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que c'est une fonctionnalité qui est éminemment collaborative, hein. Le but, c'est que certaines personnes plus geeks, qui ont des capacités d'abstraction et de recul sur le langage, puissent venir faire tout ça, pour que d'autres personnes moins techniques puissent les réutiliser. Là, il se trouve que dans cette session, c'est compliqué à illustrer parfois, parce que je suis à la fois celui qui utilise et celui qui développe. Mais dans la vraie vie, celui qui développe les fonctions DAX sera peut-être celui qui les utilise, mais vos fonctions personnalisées seront d'autant plus pertinentes que si elles sont utilisées et réutilisées par d'autres personnes qui ne maîtrisent pas tous ces concepts-là. Bon, donc voilà pour ce premier exemple concret où j'ai montré comment utiliser les fonctions personnalisées pour venir masquer certaines complexités inhérentes au DAX. Alors évidemment, euh, je peux travailler sur d'autres objets que le country ici, hein. Par exemple, ici, plutôt que de mettre le country, je ne sais pas, je mets la couleur. Eh bien, ici, dans ma mesure, j'ai juste à, je sais pas, quelque chose de statique, hein. J'ai juste à changer ici ou à créer une autre mesure qui me calcule les ventes, les rangs, pardon, pour les couleurs. Et voilà, et ça marche très bien. OK? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade dans le chat? Non, pas de questions pour l'instant. Alors, on continue. On va monter le niveau de difficulté, parce que là, jusqu'à présent, c'était pas hyper compliqué. Souvent, ce qui est demandé par les clients, les utilisateurs Power BI, c'est de travailler avec des tops ou des bottoms. Je veux avoir mon top 3, mon top 5, etc. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont fréquemment demandées dans Power BI, mais qui ne sont pas si simples que ça. Donc, il y a notamment une fonction qui est très pratique euh, en DAX, mais qui est un peu complexe, qui s'appelle la fonction top n. Donc, par exemple, imaginons que je veuille calculer le montant dynamique du chiffre d'affaires de mes trois plus gros pays. Donc je vais remettre, on va retravailler ici sur les pays, c'est un peu plus parlant, les pays du store. Ok. Et j'aimerais une mesure qui, dans ce contexte particulier, me retourne 106 millions plus 37 millions plus 36 millions, que éventuellement je puisse dynamiser ça avec un petit slider, et puis que, évidemment, ça se recalcule dynamiquement selon les contextes d'analyse. Donc là, direct, je ne peux pas faire ça en précalcul, hein, ça élimine, dès que j'ai besoin d'avoir du dynamique, ça élimine les colonnes calculées, les tables, etc., etc. Je veux faire ça avec une mesure. Alors, si on prend le code tel quel, total sales top 3 amount égale, il y a une fonction en DAX qui s'appelle top n qui permet de faire ça. Donc je vais mettre 3. Mon tableau, je vais travailler toujours sur mes pays. Mon order by expression, ça sera mes ventes en descending. OK. Ben là, vous voyez, c'est pareil. J'utilise des concepts qui sont pas simples. Top n, ça retourne une table. Donc je vais itérer virtuellement sur une table qui contre le contexte des pays. Je vais transformer mon contexte de ligne en contexte de filtre en invoquant une mesure explicite qui invoque la transition de contexte. Bref, tout ça, c'est quand même, on a besoin d'un certain niveau en DAX en fait pour faire ça. Et quand bien même je maîtrise toutes les notions, je me fais avoir une fois sur deux. Pourquoi? Parce que mon top n, en fait, il retourne une table. Or, une mesure, en fait, n'aime pas quand on retourne autre chose qu'une table. Et donc, si j'invoque cette mesure qui est ici, il me retourne une erreur qui me dit, bah non, en fait, toi, tu veux retourner le montant des trois meilleurs pays, alors que là, pour l'instant, ta mesure, elle me retourne qui sont les trois meilleurs pays. Enfin, d'ailleurs, le message d'erreur est plus générique que ça, c'est moi qui vous fais cette interprétation-là. Souvent, les gens qui démarrent en DAX voient ce message d'erreur, paniquent et ne comprennent rien à ce qui est écrit ici. Là, je viens de vous le traduire en français, mais c'est ça qui est dit ici. C'est que, en fait, ma mesure me retourne une table, en l'occurrence ici la table des trois meilleurs pays, alors que moi, ce que je veux, c'est le montant de chiffre d'affaires qui correspond à ces trois pays. Donc là, ça fait appel à des notions de valeur scalaire, de table, etc. On perd 95% des utilisateurs Power BI à ce stade, hein. Même ceux qui ont déjà eu la force et le courage d'aller jusque-là. Donc là, en général, l'astuce, c'est d'encapsuler ça dans un calculate pour dire bah, je passe cette table-là, cette table virtuelle, en critère de filtre dans un calculate pour pouvoir obtenir le résultat escompté. À savoir, je ne veux pas savoir qui sont les trois meilleurs, je veux avoir leur chiffre d'affaires correspondant. D'accord? Bon, bah là, je viens de vous montrer que c'est pas si simple à faire ce genre de choses en DAX. Faut vraiment bien maîtriser les objets, les contextes, etc. Mais par contre, ça a le mérite de marcher. Et bien, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, c'est que je vais créer une fonction personnalisée DAX
qui masque toute cette complexité pour faciliter sa compréhension et sa réutilisation. Alors là, je vais carrément copier le code, un peu à l'image de ce que vous faites parfois en langage M. Je pars d'une requête et je la transforme en fonction. Là, je vais faire un peu la même chose. Je vais partir d'une mesure d'axe et je vais la rendre générique pour la transformer en fonction personnalisée, pour permettre une meilleure utilisation et pour masquer la complexité technique. Donc je copie mon code qui vient à la base d'une mesure et je vais créer une nouvelle fonction. Cette fonction, je vais tout enlever ici. Donc cette fonction, on va l'appeler top amount. Donc ça, c'est le nom de ma fonction. OK. Bon, on va attendre avant de définir les types. Il faut que je revoie le code un peu pour me remettre dedans. OK. Donc là, en tant que bon développeur, vous devez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois modifier dans ce code pour le rendre générique? Parce que c'est tout l'objectif. L'objectif, c'est de d'avoir euh, euh, d'avoir effectivement. Merci Jonathan pour ton commentaire. Euh, je dois me poser la question de qu'est-ce que je peux variabiliser dans mon code pour le rendre plus générique et réutilisable. Bah, il y a évidemment cette mesure-là. Il y a cette mesure-là qui peut être différente d'ailleurs, hein. Je pourrais vouloir savoir, par exemple, quel est le panier moyen de, de mes magasins qui ont le meilleur chiffre d'affaires, de mes trois meilleurs magasins de chiffre d'affaires. Donc, je ne suis pas forcément obligé d'avoir la même mesure ici et ici. Cette mesure-là, elle permet de faire le critère sur le top 3, mais après, je peux quand même décider d'aller retourner une autre mesure qui prend cette table virtuelle en filtre et qui, du coup, me retourne un autre résultat en prenant cette table virtuelle en filtre. Qu'est-ce que je peux variabiliser d'autre? L'objet, la colonne sur laquelle je veux faire mon top, le nombre, le numéro du top ici, et éventuellement aussi ce truc-là. Est-ce que je le veux en ascending ou descending? Alors là, typiquement, aujourd'hui, dans les fonctions personnalisées, on n'a pas ce type-là, les types un peu réservés avec des noms d'objets réservés. On est obligé de le coder soi-même avec des if pour gérer les deux cas, ascending ou descending. On n'a pas encore cette possibilité dans les fonctions personnalisées DAX, mais peut-être que ça viendra. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en argument? Déjà, on va mettre un nbtop en nombre entier. Ça sera le nombre. Donc, en gros, je rends générique le 3, en gros, avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais variabiliser d'autre? Ma top colonne, que je vais mettre en NIREF. En gros, je variabilise ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma top measure en expression. Là, en faisant ça, je variabilise cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma return measure. Ce sera aussi une expression. Là, en faisant ça, je variabilise cette partie-là. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à modifier mon code. Calculate total sales, ben ça c'est ma return measure. Mon top 3, c'est mon nbtop. Mon all selected, qui était sur les countries, ben maintenant il s'appuie sur top call. Mon total sales ici, il s'appuie sur ma top measure. Et voilà. Et pour l'instant, je ne vais pas variabiliser le descending parce que je ne peux pas. En fait, j'ai pas, à ma connaissance, peut-être que certains vont me contredire, mais on ne peut pas. Enfin, Marco Russo m'a confirmé qu'on ne peut pas variabiliser ce truc-là. En fait, je pourrais passer une chaîne de caractères et faire un if, mais bon, on va pas le faire là aujourd'hui. J'ai pas un objet qui me permet de passer ascending ou descending facilement. Il y a aussi un autre sujet, c'est qu'en fait, même en fait, les fonctions DAX natives ne permettent pas de variabiliser cette chaîne de texte. C'est un peu pénible, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ok, voilà. Donc j'avais une mesure d'axe qui certes était dynamique, intéressante et déjà vachement pratique pour l'analyse, mais là je viens masquer la complexité en la rendant générique à travers une fonction personnalisée réutilisable. Je vais donc la valider ici. J'ai désormais une nouvelle fonction qui s'appelle top_amount. Cette fonction personnalisée, je vais m'en servir ici. Donc ça, je peux le commenter. Euh, pardon, je vais prendre ça. Shift Alt A, hop, ça commande tout d'un coup, c'est pratique.
Et du coup, maintenant, plutôt que de faire cette expression-là un peu compliquée, qui suppose de maîtriser plein de trucs très abstraits, très conceptuels et très complexes en DAX, j'ai juste à appeler ma fonction personnalisée qui s'appelle topAmount. Elle est là. nbtop 3. Topcall, on va travailler toujours sur les pays. Topmeasure, ça sera mes ventes. Et returnMeasure, ça sera aussi mes ventes. OK. Là, vous voyez, donc j'ai un résultat qui fonctionne. C'est dynamique. Ça se recalcule à la volée. J'ai les mêmes performances que si je l'avais fait en mesure. Ça, j'insiste là-dessus. Sauf que je peux utiliser et faire et définir ce type de calcul sans avoir à maîtriser contexte de ligne, contexte de filtre, transition de contexte, table virtuelle, itérateur, bref, tout ce que je vous explique depuis 10 minutes et qui est très complexe en fait en DAX. Là, j'ai juste passé mes arguments, c'est très simple. Je veux faire un top sur mes pays. J'aurais pu éventuellement masquer la complexité de la double mesure ici en passant qu'un seul argument et en disant à l'utilisateur, bah, la mesure dont tu vas te servir comme critère de top, ça sera aussi celle dont tu te sers pour retourner le résultat. Bon, ça aurait pu encore être plus simple, mais là, j'ajoute une flexibilité supplémentaire. Typiquement ici, je pourrais dire, en modifiant cette mesure-là, donc ça, c'est bien ma return measure, je pourrais lui dire, bah, retourne-moi le panier moyen de mes clients. Voilà. Retourne-moi le panier moyen de mes trois meilleurs clients, de mes trois meilleurs pays, excusez-moi. Voilà. Donc voilà la flexibilité qu'apporte ce type de fonction. Encore une fois, j'encapsule du DAX complexe dans une fonction personnalisée que je rends générique pour permettre à d'autres utilisateurs dans l'entreprise ou à la communauté Power BI de pouvoir faire ce type de calcul fréquent mais complexe. Ben là, quelque part, je masque cette complexité. Donc voilà un autre exemple intéressant autour de ces fonctions personnalisées sur le calcul des montants des tops. Alors parfois, on veut aller encore plus loin, on faire d'autres choses avec ces tops. On veut par exemple non pas savoir le chiffre d'affaires de mes trois meilleurs magasins. Alors oui, non, pardon, il y a une petite chose que j'ai oubliée ici. Euh, c'est de jouer, de variabiliser ici le montant du top. Donc il se trouve qu'ici, j'ai une table déconnectée où j'ai une mesure qui choisit qui récupère le choix utilisateur. Je peux tout à fait l'injecter dans mon code ici, hein. Je ne suis pas obligé d'avoir un truc statique ici. Si je mets par exemple euh, top choice, ça fonctionne. Donc là, j'ai un top 6, un top 5, un top 4. Pourquoi? Parce que ici, j'ai variabilisé mon NBTop, mais mon NBTop, il peut prendre en fait n'importe quel objet qui retourne une valeur numérique, ce qui est le cas de mon top choice. Top choice, hein, c'est une mesure d'axe, ici, qui récupère le choix utilisateur. Donc quand l'utilisateur choisit 3, ça retourne 3. Quand l'utilisateur choisit 6, ça retourne 6. Et donc j'ai simplement injecté cette mesure comme argument dans ma fonction personnalisée pour pouvoir la variabiliser ici. OK? Alors, on va terminer sur les tops. J'ai encore deux, trois exemples super intéressants à vous montrer où je masque la complexité du DAX. Parfois, ce qu'on veut faire, c'est récupérer dans une chaîne de texte, OK, mais c'est qui mes trois meilleurs magasins ou mes N meilleurs magasins? Je ne veux pas récupérer leur nombre. Cette fois-ci, je veux récupérer dans une chaîne de texte United States, UK et online. OK. Donc là, je vais me retrouver avec le même problème que tout à l'heure. C'est que vous vous rappelez que ma fonction top N, elle marche, mais en fait, elle retourne une table. Et donc là, j'ai le même problème que tout à l'heure. C'est que une mesure ne pouvant retourner qu'une valeur scalaire, un texte, un chiffre, une date, souvent, les utilisateurs galèrent à travailler sur des chaînes de texte comme ça dynamiques parce qu'ils n'arrivent pas à convertir leur table dans une liste de valeurs. Donc là, il y a une fonction qui vient à la rescousse qui s'appelle concatenatix qui permet en fait justement de travailler sur cette table virtuelle pour reconstruire une chaîne de texte. Concatenatix, ici, ça va être mon store name, mon délimiteur, on va mettre comme ça, et mon order by expression, ça sera mes ventes. Okay. Et donc là, maintenant, ça me permet effectivement d'avoir une chaîne de texte dynamique où en fait, je travaille d'abord sur ma table virtuelle, ici, et ensuite, je me débrouille pour obtenir la chaîne de texte correspondante. Là, c'est pareil. On perd 99% de la planète, là, avec cette histoire. C'est hyper complexe. On doit itérer virtuellement sur une table virtuelle dynamique pour récupérer dans un espèce de tableau virtuel les trois meilleurs que je concatène avec un délimiteur comme ça, dont je peux choisir l'ordre d'apparition.
Là, je vous l'ai fait en 3 minutes parce que ça fait 8 ans que je fais du DAX tous les jours, mais c'est pas simple en fait, ces choses-là. C'est pas simple du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, comme d'habitude, je vais prendre mon code et je vais transformer ça en fonction. Alors, je précise ici que c'est dynamique, hein. Donc, alors, il se trouve que mes tops, ils changent jamais. Attendez, on va peut-être essayer de se mettre sur un autre. Attendez, hop, juste pour que ça marche. Voilà, là, mon ordre, il change. Vous voyez que ça bouge. Ma chaîne de texte, elle est bien dynamique, hein. C'était juste pour vous montrer l'aspect dynamique de la chose. Donc, je vais prendre mon code, hop, et on va créer une nouvelle fonction personnalisée qu'on va appeler euh, top text égal. Pareil, je vais attendre de voir un peu mon code pour voir ce que je peux variabiliser. Donc, là, on va avoir comme tout à l'heure le nbtop en integer, le calltop en anyref, le measureTop en expression. Euh, j'ai pas besoin de repasser le calltop ici parce que ça sera forcément le même, celui-là et celui-là. Donc ça, j'ai pas besoin. Et on va partir du principe, pour faciliter le code, on va partir du principe que la mesure qui sert à obtenir la table virtuelle est forcément la même qui sert à obtenir l'ordre d'apparition de ma chaîne de texte, ce qui est le cas dans 99% des cas. Voilà, je vais prendre cette hypothèse-là. Ouais. Ok, donc a priori, j'ai besoin de variabiliser que ça. Ok, c'est parti. Donc concatenatix, nbtop, all selected, calltop, total sales, measureTop. Ouais, c'est pas si compliqué en fait. Hop, store name, ça fait être la même chose, calltop. Total sales, j'ai pris le raccourci dire que ça serait forcément le même. measureTop. Ok, j'ai donc désormais une fonction personnalisée qui me permet de retourner des chaînes de texte dynamiques sur mes n meilleures valeurs. Super intéressant. C'est un cas qui arrive souvent en DAX, par exemple, pour dynamiser des titres, des choses comme ça. Oui, il y aura un replay. Pour dynamiser des titres, etc. Euh, là, pour le coup, je l'ai en dynamique, réutilisable et simple. On fait le test. Donc tout ça, ça dégage, parce que c'est trop compliqué. Hop, hop, hop. Je commente. Et maintenant, j'ai juste à appeler ma fonction top text, mon nbtop, pareil, il sera dynamique, c'est mon choice. Jusque-là, ça va. Ma call top, c'est ma colonne DPI. Et ma measure top, c'est mes ventes. Vous voyez comment c'est simple? Juste en 3 arguments. Contexte de ligne, contexte de fil, transition de contexte, tab virtuel, itérateur. Bah, tout ça, ça disparaît. Hop, j'utilise mon truc. Et est-ce que j'ai un petit souci? Oui, je pense que j'ai pas défini. On va regarder nbtop. Ah si, non, non, c'est bon. Pardon. C'est juste que, en fait, c'est le nom de ma mesure qui m'a porté confusion ici. J'ai mis top 3. Alors qu'en fait, ici, j'ai invoqué mon top choice qui est actuellement à 6. Bon, je vais le remettre à 3. Là, c'est un gros problème qu'on a en DAX que malheureusement les fonctions personnalisées ne viendront pas résoudre. C'est qu'on ne peut pas dynamiser le nom d'une mesure. Alors, je pourrais en fait dynamiser via une chaîne de texte euh, et pas afficher ce truc-là. Bref, on s'en fout. C'est pas l'objet du meet-up, enfin, du webinaire de ce soir. Je vais enlever à la limite l'étiquette ici. Voilà, donc là, j'ai bien mon top 3 qui est dynamique, top 4, top 5. Et donc, j'ai ma chaîne de texte. Donc, cette fois-ci, j'ai bien une mesure d'axe qui me retourne une valeur scalaire. Pourquoi? Parce que j'ai encapsulé toute la complexité, je l'ai masqué à l'utilisateur, tout ça, je l'ai variabilisé pour avoir finalement une fonction d'axe très simple à utiliser. On pourrait presque même se dire que Microsoft aurait pu mettre ça en natif dans Power BI, mais non. Microsoft, eux, ils agissent au niveau du moteur. Ils vous mettent à disposition des fonctions ultra génériques qui marchent tout le temps. L'intérêt des fonctions personnalisées, c'est de venir créer des surcouches fonctionnelles à tout ça pour pouvoir adresser des patterns métiers qui sont fréquents, mais c'est bien le rôle de la communauté ou des développeurs de faire ça. C'est pas à Microsoft d'anticiper tout ça. Alors, l'impact en termes de performance, il sera pas meilleur. Les fonctions personnalisées, si vous prenez le même code en fonction personnalisée ou en mesure DAX classique, il n'y a pas de raison qu'il soit meilleur, hein. Sauf si vous avez mieux codé votre fonction personnalisée que votre mesure d'axe. Mais si vous avez pris à l'identique la même logique algorithmique, etc., la performance est ISO. Je vous avoue que
Je ne l'ai pas suffisamment testé sur des gros volumes de données, sur plein de cas d'usage pour vous affirmer ça à 100%, parce que c'est une fonctionnalité qui est encore en preview. Il y a peut-être un mini temps de compression, le temps d'appeler la fonction. Honnêtement, je pense qu'il est mineur, voire nul. En gros, il y a pas de différence. L'impact en termes de performance est le même. Voilà ce que vous pouvez retenir à ce stade. Par contre, l'intérêt, c'est évidemment la simplification, la facilité de réutilisation, etc., etc. Ça, je vous montrerai ça à la fin de la session. Ok, on avance un petit peu. Là, je vous ai montré beaucoup de choses autour des tops. Alors, il se trouve que ici, et je vous mettrai aussi à disposition le fichier hein, sur mon GitHub, je vous partagerai le lien à la fin de la session. J'ai carrément codé des fonctions. Tiens, je vous montre par exemple celle-là. Euh, j'ai codé une fonction personnalisée DAX qui me calcule mon Pareto, vous savez, mon cumul des ventes, mon cumul Pareto en pourcentage. Ça, c'est pénible à faire en DAX. C'est vraiment pas simple. J'utilise des fonctions de fenêtrage, etc., qui sont assez complexes. Donc là, il faut maîtriser non seulement tout ce que je vous ai expliqué avant en termes de contexte, plus éventuellement les fonctions de fenêtrage, window, etc. Bah là, j'ai codé ça. Vous voyez, ma fonction, elle est finalement ultra simple parce que je n'ai que deux arguments à utiliser, ma colonne et ma mesure, pardon. Vous allez le voir ici à l'écran. L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai juste à utiliser ma fonction Pareto, Pareto country, égale Pareto pourcentage. J'ai juste à mettre mon pays, mes ventes, pardon. Et bam, terminé, bonsoir. Il me calcule mon pourcentage cumulé. Vous savez, après, on peut faire des courbes comme ça, où on veut voir trier par ordre croissant. Euh, voilà. Donc, ça me permet de faire ce genre de courbe. C'est dynamique, c'est recalculé à la volée. Je peux changer de plage temporelle, etc., etc. Bon, bah ça, vous voyez, typiquement, en DAX, c'est vraiment pas simple. Encore une fois, je suis obligé de coder des trucs un peu comme ça. J'ai masqué cette complexité et je la rends disponible à travers une fonction personnalisée, ultra simple à utiliser. C'est génial. Performance identique. Par contre, simplification et réutilisation maximale. Tiens, je vous montre deux, trois autres exemples. Par exemple, celle-là, elle est intéressante. Là, je vous l'ai fait plus en mode démo. Après, on passera sur d'autres sujets. Parfois, ce que je veux retourner, c'est pas les trois meilleures valeurs, mais c'est quoi la quatrième meilleure valeur? La troisième meilleure valeur. Donc, en l'occurrence ici, tout à l'heure, ça me retournait, si je choisis par exemple 3, ça me retourne les trois meilleurs. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une mesure qui me retourne, c'est quoi, c'est qui la troisième meilleure valeur? Donc, du coup, j'attends qu'un seul pays, qui est le quatrième meilleur pays. Ça, c'est pénible à faire en DAX. Alors, avant l'existence des fonctions de fenêtrage, c'était vraiment pénible. Ça l'est un peu moins depuis la sortie des fonctions de fenêtrage comme index, window, etc. Mais ça reste assez technique et abstrait. Encore une fois, j'ai masqué cette complexité. Je vais là. Je veux savoir c'est qui mon, par exemple, quatrième meilleur pays, égal. Ma fonction, elle s'appelle nBest. Pareil. nbTop. Je prends mon top choice. Mon expression, ça va être mes ventes. Et ma colonne, ce sont mes pays. Toujours pareil. Et donc là, il doit me retourner normalement, si je la glisse ici, online. Yes, online est bien le troisième. J'ai choisi 3 ici. Online est bien le troisième meilleur pays sur ce critère-là. Mais ça peut changer. C'est dynamique. Vous voyez? Regardez ma fonction comme elle est simple à utiliser. C'est génial. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je vous ai montré pas mal de choses autour des calculs de rang. Le rang dynamique, le montant correspondant aux trois meilleurs, la chaîne de texte des trois meilleurs, le KM meilleur, les calculs de Pareto pour avoir des cumuls croissants. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on change un peu de sujet? Je suis preneur d'avoir vos réactions à chaud dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça génial? Est-ce que vous comprenez pas du tout l'intérêt de ces fonctions personnalisées? Voilà, je suis preneur de de vos retours à chaud. Alors, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes.
Là, pour l'instant, j'ai beaucoup utilisé les fonctions personnalisées pour créer des mesures. Il se trouve que, alors c'est pas une question, c'est plus Jonathan qui a voulu faire le malin en montrant qu'il maîtrise le DAX, mais c'est pas vraiment l'objet du meet-up d'aujourd'hui. Sur la différence entre Topen et Keep Filters, je vais pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas le sujet. Euh, donc, maintenant, on va passer à un autre sujet qui est euh, l'utilisation des fonctions personnalisées ailleurs que dans les mesures, puisque finalement, ces fonctions personnalisées, c'est un objet DAX qu'on peut réutiliser un peu partout, et pas seulement dans des mesures. Comme vous le savez, on peut par exemple créer des colonnes calculées en DAX, ou bien des tables. On peut aussi se servir du DAX pour faire des critères de row level security compliqués ou dynamiques. Donc là, je vais vous montrer un peu des exemples comme ça. Alors, premier exemple, que j'ai rencontré il y a quelques temps quand je travaillais pour une grosse boîte dans les médias. On voulait être capable de calculer la distance entre des magasins dont j'avais les latitudes-longitudes. D'accord? Donc j'ai une liste de magasins, j'ai leur latitude-longitude, et je veux être capable de mesurer la distance entre ces magasins. Alors, il y a une petite pirouette déjà dans Power Query pour générer toutes les combinaisons possibles de chaque magasin. Je vais vous passer cette complexité-là. Je fais un self-join sur la table pour avoir tous les couples de magasins dont je veux calculer euh, les, les distances. Et ensuite, euh, il existe un, une- un pattern mathématique assez connu avec des fonctions sinus, cosinus, etc., qui permet de faire des calculs de distance entre deux points dont j'ai la latitude, longitude. Bah, il se trouve qu'en fait, euh, j'ai tout simplement pris ce code et je l'ai rendu générique. Voilà. Hop. Donc, j'ai pris en fait cette fonction, ce code, ce pattern mathématique qui va prendre en entrée des latitudes et des longitudes de deux points. Donc, du coup, j'ai quatre coordonnées, from et to. J'ai passé dans des variables et dans du DAX en générique mes arguments pour pouvoir retourner le résultat qui est un acosinus de sin 1 fois sin 2 plus cos 1 fois cos 2. Ouais, c'est de la trigonométrie, quoi, hein, globalement. Et j'ai passé en constante ici pour avoir le résultat en kilomètres. Bon, bah, ce qui est génial, c'est que je vais dans ma colonne ici, nouvelle colonne. Là, typiquement, c'est plutôt pas mal de le faire en DAX parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas les fonctions sinus ou cosinus dans Power Query. Distance stores égale calcul distance. J'ai juste à passer mon, mes coordonnées GPS, from longitude, from latitude, to longitude, to latitude. Et voilà, bingo, ma fonction personnalisée est réutilisable dans une colonne calculée aussi pour retourner le nombre de kilomètres qui sépare Paris de Marseille, en l'occurrence ici sur la première ligne, puis Paris de Lyon, puis Paris de Lille, etc., etc. Et après, évidemment, bah, cette colonne calculée, c'est pas parce qu'elle a été créée par une fonction personnalisée qu'elle n'est pas utilisable ou qu'elle a plus de place dans le modèle, etc. Ça devient une colonne calculée native du modèle et on peut s'en servir pour faire des calculs dans ses visuels, etc., etc. Ok? Donc voilà un exemple intéressant. Utilisation d'une fonction personnalisée qui me masque la complexité du calcul de distance à partir de points GPS. Je m'en resserre facilement dans ma colonne calculée. Euh, Autre exemple, super intéressant, qui est très fréquent. Imaginons que vous souhaitiez variabiliser, ou pardon, segmenter votre population de clients dans différents groupes. On va faire ce qu'on appelle de la segmentation statique. Donc ici, j'ai dans un modèle de données, j'ai ma table de clients, voilà, et je veux être capable de segmenter mes clients dans une population donnée. Donc, basé sur leur chiffre d'affaires, j'ai une table de segmentation qui me dit bah, les clients qui font entre 0 et 500 de chiffre d'affaires, ils sont small, etc., etc. Vous voyez là le code DAX qu'il faut utiliser pour faire cette segmentation statique précalculée, il n'est pas si simple que ça. Euh, il faut travailler sur des filtres, passer une instruction end, éventuellement passer en variable pour gagner en performance la mesure qui devient statique au moment où je veux évaluer le critère. Et puis, il faut être capable de récupérer la valeur qui correspond au segment. Bref,
encore une fois, le code, il n'est pas super verbeux ici, mais il fait appel à des notions potentiellement complexes pour l'utilisateur moyen sur Power BI. Eh bien, devinez quoi? Comme d'habitude, la fonction personnalisée à la rescousse. J'ai ici une fonction qui s'appelle intervalle segment, où j'ai variabilisé mon code pour le rendre générique. Pourquoi? Parce que je pars du principe que c'est quelque chose qui arrive fréquemment en DAX. Donc cette fonction, bah, elle fait le même calcul, mais en générique. Et donc je l'appelle ici, plutôt que de faire tout ça, hop, je commente mon code, et ici je vais dire intervalle segment. Donc qu'est-ce que j'ai à passer? La mesure qui va servir en critère d'intervalle. OK. Le minimum d'intervalle, bah, c'est la borne minimale de mon segment. Le maximum de l'intervalle, c'est la borne maximale de mon segment. Et le nom de mon segment, bah, c'est la colonne qui me dit à quel segment il appartient. Et voilà, c'est terminé. Je suis capable de dire que ce client est small, ce client est big. Attention, je parle d'un point de vue segmentation des ventes. Ce client est medium, etc., etc. En appelant une fonction personnalisée qui masque la complexité. Alors, je sens que Alain est très préoccupé de pouvoir récupérer tout ça. Donc, oui, Alain, oui, oui, je l'ai dit. La vidéo sera repartagée sur ma chaîne YouTube et le PBX sera mis à disposition sur mon compte GitHub. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Je vais vous partager ces liens à la fin de la session. Ok, donc voilà un exemple de fonction personnalisée pour pouvoir ranger des clients dans des segments. On appelle ça en général de la segmentation statique hein, dans Power BI pour pouvoir classifier des clients, des pays, des boutiques, peu importe, dans des groupes. Ok. Dernier exemple en colonne calculée qui est beaucoup plus costaud, mais qui est très utile et très intéressant, même d'un point de vue métier. Là, je suis dans la table de fait, donc la table des ventes, et on va prendre un exemple d'un client en particulier. Voilà, donc j'ai un client qui a fait plusieurs transactions. Donc là, je suis à la maille ligne de transaction. Donc là, j'ai une transaction qui a lieu le 8 mars 2015, puis une autre en 2020, puis une autre en 2021, etc. Et souvent, notamment pour les boîtes en business to consumer, B2C, vous voulez faire de la segmentation client. Vous voulez savoir, est-ce que le client est nouveau? Est-ce que il est revenu dans les 12 mois de son dernier achat? Dans ces cas-là, il est existing. Est-ce qu'il était là, il est parti, il est revenu, et donc dans ces cas-là, il est returning. Voilà, donc vous allez vouloir segmenter vos clients basés sur leur comportement d'achat passé. Et parfois, bah, pour faire ça, vous avez besoin de savoir à chaque fois pour chaque transaction quelle est la date de la transaction passée. Donc idéalement, j'ai besoin de savoir ici que pour ce client-là, sa dernière transaction, c'était en 2015. Et puis pour cette transaction-là, j'ai besoin de savoir que sa dernière transaction, qui était donc celle-là, sa dernière transaction était donc celle-là, en 2021. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en BI, c'est un cas classique, c'est du fenêtrage ou du windowing. C'est que vous allez vouloir vous déplacer verticalement sur la table pour obtenir des lignes précédentes sous contrainte. Là, en l'occurrence, on pourrait presque parler d'un previous row. Hein, je veux obtenir la ligne précédente, la transaction précédente pour ce client. Ça, c'est très compliqué à faire dans Power BI parce qu'on n'est pas dans Excel. On ne travaille pas avec des cellules, des lignes, des colonnes. On travaille avec des tables, des relations et des colonnes. C'est un peu plus abstrait et donc on n'a pas cette capacité à obtenir la ligne précédente. On peut éventuellement faire ça en SQL quand on a la chance d'avoir une base de données, mais c'est pas forcément si trivial que ça non plus. Et surtout, il y a plein de projets métiers où il n'y a pas de base de données. On n'a pas de Python, on n'a pas de SQL, on n'a pas tout ça. Donc il faut se débrouiller avec les moyens du bord, à savoir Power Query ou DAX. Là, on est typiquement sur un cas de figure où Power Query est particulièrement lent, pénible et compliqué pour faire ce type de calcul fenêtrage où je veux récupérer des lignes précédentes ou des lignes voilà, en mode Windows sous contrainte ou sous condition. Le DAX est très puissant pour ça, notamment grâce à la sortie des nouvelles fonctions de fenêtrage depuis 2 ans, mais ça reste complexe. Alors je vais vous montrer comment on le ferait en full code. Previous order date.
égale, si je veux vraiment faire ça, il faut que je fasse un offset, -1, summarize. Je vais aller taper ici dans ma table de vente. Je veux itérer virtuellement sur mon couple date de commande client. Je veux trier ça par date. Vous remarquez que j'ai pris des risques dans cette session. Je vous code tout en live from scratch, hein. YOLO. OK, partition by. Je fais exprès hein, de vous montrer aussi à quel point c'est complexe. Ça montre l'intérêt des fonctions personnalisées. Partition by customer key. OK, sauf qu'en fait, ça me retourne une table. Du coup, il faut que j'aille prélever la colonne qui m'intéresse pour avoir une valeur scalaire. Hop. Donc, moi, ce que je veux, c'est la date. Ouf, voilà, c'est terminé. Et grâce à cette instruction DAX assez complexe, mais plutôt rapide à se calculer, même si vous avez des grosses volumétries, le DAX est très très bon pour faire du fenêtrage. J'ai donc pu récupérer, vous voyez ici, première transaction, il ne me retourne rien. Deuxième transaction, qui a lieu le 4 décembre 2020, il est bien capable de me dire que pour ce client-là, à cette date-là, sa transaction passée, c'était celle du 8 mars 2015, etc., etc. Donc ça, c'est hyper précieux d'un point de vue métier, notamment sur des analyses marketing, de segmentation, parce que du coup, on est capable de pouvoir ensuite calculer des intervalles, faire de la segmentation. Je ne vais pas aller jusqu'au bout là, de la logique algorithmique, enfin en tout cas de la partie métier, mais vous voyez bien l'intérêt de ce type de choses. Alors, je peux ensuite, par exemple, calculer un nombre de jours entre cette date-là et la date de dernière commande pour pouvoir ensuite ranger mon client dans un des segments que je veux souligner, etc., etc. Alors évidemment, c'est dynamique par client, hein. Si je change de client ici, j'ai fait exprès dans ma clause de window, ça- il me recalcule bien ça par client. Parce qu'ici, dans ma fenêtre table virtuelle, j'ai mis le couple date client. Bon, si vous n'avez rien compris à ce code que j'ai fait là ces 2 dernières minutes et aux explications que j'ai données, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous faites partie de 98% des gens qui font du DAX. En fait, c'est compliqué, ça. Ça fait appel à des notions très complexes. Euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai créé une fonction personnalisée qui masque toute cette complexité et qui rend la réutilisation ultra simple. Donc, j'ai une fonction personnalisée ici qui s'appelle rowShift. Je vais vous la montrer. Cette fonction, elle variabilise, elle rend générique tout ce que je viens de vous montrer. J'ai même rendu variable le nombre de lignes sur lesquelles je veux me déplacer. Là, j'avais fait -1 parce que je voulais obtenir la ligne d'avant. Mais potentiellement, parfois, j'ai des cas métiers où je veux récupérer la ligne d'après ou la deuxième ligne d'après, des choses comme ça. Et donc, cette fonction, bah, plutôt que de faire ce truc horriblement complexe, pardon, Alt Shift A, voilà, je commente mon code, j'ai juste à l'utiliser, Row Shift, je vais y arriver, Row Shift, voilà. Donc, mon move, ici, ça sera -1, toujours. Ma table, ça sera mes ventes. Mon order call, ça sera ma date. Et ma window call, c'est mes clients. Terminé, bonsoir. Je masque toute la complexité. J'ai le même résultat, mais de manière plus simple. Et puis, si je veux récupérer la ligne d'après, je ne veux pas faire -1, je veux faire 1. Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas le previous order date, c'est le next order date. Vous voyez? C'est génial. C'est absolument génial, ça. D'un point de vue métier, ça ouvre plein de scénarios et de cas derrière. Donc voilà, utilisation des fonctions personnalisées pour usage dans des colonnes calculées et pas seulement dans des mesures. Il me reste 10 minutes. Je me rends compte que j'avais prévu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, un dernier cas métier. Après, il me restera un petit peu de temps pour vous montrer le principe de réutilisation, parce que c'est ça l'intérêt des fonctions personnalisées. Un dernier cas métier que je vais peut-être vous montrer aujourd'hui, c'est les formats. Euh, ici, vous voyez, euh, je vais plutôt venir ici. Hop. Voilà. J'ai en fait la possibilité de switcher entre de l'euro et de l'USD. D'accord? Donc c'est un format dynamique et éventuellement, là d'ailleurs mon truc est faux, mes mesures ici affichent euro alors qu'en fait c'est de l'USD. Ok.
Pourquoi? Parce que ma mesure en statique, elle est formatée en euros. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fonction personnalisée sans paramètres. Ça, c'est aussi possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des arguments. Et cette fonction personnalisée, elle me permet de centraliser et de stocker à un seul endroit comment je veux formater mes mesures d'axe qui doivent changer de format en fonction du choix utilisateur. Donc, est-ce que je dois mettre euro ou USD? OK? Donc, cette fonction personnalisée, je vais pouvoir m'en servir ici. Je vais aller dans mes mesures pour altérer leur format, total sales. Donc, ici, je vais lui mettre un format dynamique. Et là, plutôt que de hard-coder en dur le truc, je vais mettre format value measure. OK, je vais faire pareil pour mon average customer value. Je vais le mettre en dynamique. Ça, je pourrais faire avec Tabular Editor éventuellement hein, pour les mettre tout en bulk. Format value measure. Et puis, je crois que j'avais aussi un average. Non, j'ai pas d'average. Average basket, pardon, il est là. Dynamique. Et voilà. Hop. Format value measure. Yes. Génial. Et du coup, bah, j'ai un format dynamique. Et là, patatras, je me rends compte que mon format USD, il est pas top. En fait, les Américains, ils préfèrent avoir un petit symbole dollar devant. Bon, bah, si je n'avais pas utilisé ce truc-là, potentiellement, je dois aller dans Tabular Editor ou manuellement dans Power BI, changer le format de chaque mesure qui a ce format dynamique. Là, l'avantage, c'est que vu que je l'ai centralisé à un seul endroit, je vais juste changer l'expression de ma fonction personnalisée. Ici, plutôt ici d'ailleurs, hop, voilà. C'est toujours un peu bizarre ces trucs-là. Hop, hop. Je sais plus s'ils collent ou pas. Si, je crois qu'ils collent, les Américains, comme ça. Hop, voilà, hop, voilà. Et en changeant une seule fois à un seul endroit ma fonction personnalisée dont je me sers comme format dynamique dans mes mesures, j'ai centralisé, simplifié, et bam, tout se met à jour automatiquement. Vous voyez? Donc là, c'est un cas d'usage assez intéressant qui vous montre que ces fonctions personnalisées, elles vont au-delà de juste je fais des mesures ou des colonnes. En fait, vu que c'est du DAX, bah, vous pouvez rendre générique du DAX pour tout et n'importe quoi. Mesure, colonne, table, titre, format, row level security, etc., etc., etc. Donc voilà pour les exemples. Je vous ai montré pas mal de choses. Il me reste 7 minutes. Alors, ça aurait pu marcher avec le conditional formatting. Oui et non. J'aurais pas le temps de vraiment détailler ça. Là, j'ai un vrai format donc, que je peux réutiliser un peu partout, etc. Le conditional formatting aurait été au niveau du visuel. Là, ça marche pour n'importe quel en fait, objet de mon modèle, n'importe quel visuel, justement. Si je réutilise ici, je crois que je dois avoir un. Non, je ne l'ai pas là, mais par exemple, ici, si j'ai Total Sales tout seul, bah, il se met bien à jour parce que c'est ma mesure qui est formatée. Vous voyez. Donc ça va plus loin qu'un simple twist visuel. Oui, alors, effectivement, il y a aussi cette histoire de calculation group. Alors, on va parler de ça peut-être maintenant. Voilà, on va peut-être parler de ça maintenant. On va peut-être déborder de 2-3 minutes du coup, mais ceux qui doivent y aller, il n'y a pas de souci. Euh, sur les calculation group, quelle est la différence en fait entre tout ça et les calculation group et aussi les paramètres de champ? En gros, c'est complémentaire. Les fonctions personnalisées, vous centralisez du code à un seul endroit, mais si vous voulez faire des calculs, vous êtes quand même obligé de créer les mesures correspondantes. Les calculation group, eux, et ça, les fonctions personnalisées ne vous permettront pas ça. Les calculation group, eux, ils vous permettent de vraiment économiser des mesures où vous allez pouvoir centraliser quelque part du code qui vont vous permettre ensuite derrière d'appliquer ça sur plusieurs mesures au niveau affichage. Donc par exemple, si je veux switcher ici entre une vision mensuelle, une vision year-to-date ou entre ma vision commandée et facturée avec une relation inactive, les calculation groups me permettent de switcher entre ces différentes visions sans avoir besoin de recréer les mesures correspondantes. Donc ça reste intéressant. Si j'avais voulu faire ça en mode fonction personnalisée, j'aurais quand même été obligé en fait de créer chaque mesure de chaque
configuration. Donc les calculation groups restent intéressants pour permettre d'économiser des mesures et ils peuvent aussi servir comme critères de filtre ou d'analyse. Voilà la principale différence. À l'inverse, un calculation group n'aurait pas été précieux ou utile dans une colonne calculée. Par exemple, ici, là, j'ai bien besoin d'une fonction personnalisée pour venir appeler en fait mes arguments. Je n'aurais pas pu utiliser un calculation group dans tous les exemples que je vous ai montrés jusqu'à présent. Et les paramètres de champ, eux, c'est vraiment du pur visuel. C'est pour variabiliser et dynamiser de l'affichage. On est sur une fonctionnalité qui est même pas implémentée au niveau du moteur. Donc elle n'est pas disponible au niveau du Vertipack, au niveau du cube Power BI. C'est vraiment une surcouche visuelle qui permet de variabiliser des analyses ou des KPI. Mais pareil, à la limite, ça peut être complémentaire aux fonctions personnalisées. J'ai essayé d'ailleurs de réutiliser des paramètres de champ comme argument de fonctions personnalisées pour faire des trucs encore plus dynamiques. Ça marche pas super bien, principalement parce que les paramètres de champ sont justement pas implémentés au niveau du moteur. Mais voilà, donc, il faut pas confondre les trois. J'ai une slide récapitulative à la fin qui récapitule ça. Alors, dernière partie qui est comment je peux réexploiter tout ça dans mon entreprise ou dans la communauté, parce que finalement, c'est ça l'intérêt. C'est qu'il y a des gens qui font des trucs compliqués et moi, je veux réexploiter ça. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que en Self BI, je vais aller me connecter ici à mes UDF. Donc, en tant qu'utilisateur métier, je peux exploiter dans le modèle de données Power BI des mesures ou des colonnes qui ont justement été créées par le comment dire, par le. Pourquoi il n'a pas gardé mon. C'est pénible ces histoires de connexion Excel une fois sur deux, ça saute. Je vais devoir me taper le MFA alors qu'il me reste 3 minutes, c'est génial. Ah là là, pénible. Excusez-moi pour ça. C'est bon, il m'a reconnu. Voilà. Donc, en Self BI Excel, je peux réexploiter des mesures ou des colonnes qui ont été créées dans le modèle initial par des calculation groups, ça c'est pas nouveau, mais aussi par des fonctions personnalisées. Donc ça c'est hyper intéressant. Ça me permet en fait de pouvoir éventuellement, vous voyez par exemple ici j'ai le top country sales, donc ça c'était ma mesure DAX, vous vous souvenez, qui utilisait euh, la fonction personnalisée qui me permettait de calculer le top 3 des pays. Bah, ça marche en Self BI Excel. Très bien. Je sais que vous voulez aller plus loin, vous voulez réexploiter le code, je vais venir après. Ça marche aussi en Self BI, Power BI. Si je me connecte ici à mon modèle de données euh, qui a les DAX UDF en question, et punaise, c'est toujours quand on est pressé que ça se met à être lent. Hop, voilà, donc je me connecte à mon DAX UDF solution qui contient déjà les mesures, les colonnes, les tables, mais aussi et surtout les fonctions personnalisées qui avaient été codées par l'utilisateur de base. Et bien finalement, je peux réexploiter en Sales BI. Allez, mon gars, yes. En Sales BI, mon top country sales, par exemple, ou bien, voilà, ou bien je sais pas, mon best countries, enfin bref. Donc ça marche en Sales BI. Je peux même si l'IntelliSense n'est pas supporté, je peux même réexploiter des fonctions personnalisées qui ont été créées au niveau du modèle. Par exemple, euh, troisième meilleure marque égale. Donc là, il faut se souvenir que j'ai une fonction qui s'appelle endBest. Il n'y a pas d'IntelliSense, donc c'est particulièrement compliqué. Voilà, mais je vous le montre juste à titre d'exemple. Ça marche en CLBI comme ça. Bon, il se trouve que ma fonction ne doit pas s'appeler comme ça. Attendez, je vais voir 2 secondes. EndBest, ça m'oblige à aller revoir son. Ah oui, j'ai oublié l'argument du 3. On voit bien l'intérêt d'IntelliSense. Toujours pas. Product. Ah non, j'avais mis d'abord. Punaise. Je me suis vraiment trompé. Hop. Product brand. Voilà. Donc là, je suis capable de réexploiter ma fonction personnalisée en Self BI. Donc là, je descends d'un cran. Je ne suis pas un développeur qui veut réexploiter des fonctions personnalisées pour créer des mesures au niveau du modèle de base. Je suis un créateur de rapport qui veut réexploiter des fonctions personnalisées disponibles au niveau du modèle
pour pouvoir se créer ses propres mesures ou colonnes ou autres dans son rapport en self-BI. Donc ça, c'est les deux choses en self-BI. Et puis dernier point, si je veux carrément réexploiter ou en fait ou importer euh, des mesures, des fonctions personnalisées qui existent déjà ailleurs, SQL BI a créé un site qui s'appelle daxlib.org où vous avez déjà des librairies de fonctions préconfigurées sur tout un tas de choses. Vous pouvez en fait les télécharger ou récupérer leur code. Donc là, vous pouvez cliquer sur télécharger. Vous pouvez aussi récupérer leur code qui est du Tyndall. Et après, soit vous chargez le package, soit vous allez ici. Donc là, j'ai ouvert un fichier Power BI vierge. Vous allez au niveau de Tyndall, hop, et vous appliquez euh, le truc. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Oui, alors là, bon, j'avais pas de. Pardon, je vais le faire plutôt sur un truc où j'avais. Je suis désolé, je suis un peu pris par le temps et je me rends compte que j'ai. Hop, je colle mon Tyndall. Voilà, appliqué. Et donc là, j'ai maintenant des nouvelles fonctions que j'ai récupérées d'un package sur Daxlib où j'ai tout simplement copié-collé le code. C'est pas top parce que je suis pas connecté en direct dessus. Il faut s'attendre à ce que dans les prochains mois, il y ait plus de compatibilité et des outils, soit offerts par Microsoft, soit communautaires, pour pouvoir permettre une meilleure réexploitation, réutilisation de ces fonctions personnalisées. Parce que c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'on ait des gens, comme dans tous les langages de programmation, Python, etc., des principes de librairie, où il y a des gens qui s'amusent à coder des trucs complexes et nous, on réutilise ça dans nos rapports Power BI. C'est l'un des domaines dans lesquels les fonctions personnalisées vont et doivent progresser dans les prochains mois, c'est permettre plus facilement leur réutilisation par la communauté ou par des développeurs. On peut imaginer un système demain où vous avez des librairies de fonctions disponibles, soit au niveau de la communauté, soit au niveau du tenant Power BI, et en un clic, ou directement juste avec votre compte Office 365/Power BI/Fabric, bah, vous pouvez directement appeler ces fonctions sans même avoir les importer. Bon, ça c'est dans un monde idéal, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Il me reste 1 minute pour conclure. Donc, les UDF sont un excellent moyen de factoriser, simplifier et utiliser votre code. Vous pouvez l'utiliser partout, à pas confondre avec les calculation group ou les paramètres de champ. C'est réexploitable en self-BI depuis Excel et Power BI et c'est importable, réutilisable avec daxlib.org ou bien en copiant-collant tout simplement le code de ces fonctions depuis un script Tyndall. Hein, par exemple, ici, je termine là-dessus. Toutes mes fonctions qui sont là, je vais dans la vue TMDL là, je glisse ici mes fonctions. J'ai directement tout le code Tyndall correspondant et je peux aller le copier-coller pour aller le mettre dans un autre fichier, par exemple. Voilà. Donc j'ai terminé. Je me rends compte qu'il n'y aura pas de temps pour les questions-réponses, en tout cas pas dans l'enregistrement. Donc vous pouvez retrouver les slides, les fichiers et le code sur mon GitHub. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Euh, il est là. Je vous renverrai un mail récapitulatif. Donc vous avez le support PowerPoint et les exercices corrigés dans le GitHub que vous pouvez télécharger. Je vais également, dans les 3 prochains jours, uploader cette session sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez la regarder en replay. Voilà, donc je vous remercie pour cette session qui était extrêmement dense. C'est la première fois que je la faisais. Je pense qu'il faudra que peut-être que je réduise un peu la première partie où je montre beaucoup d'exemples et peut-être en faire un peu moins et plus réinsister sur ces histoires de réutilisation, etc. J'ai débordé de 4 minutes. Donc voilà, merci à tous. Je vais couper l'enregistrement, comme ça il y a une vraie session disponible en review sur YouTube. Je peux me libérer encore 10-15 minutes sur ce Teams. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez me les poser dans le chat. Ou bien je vais vous activer votre caméra si vous levez la main. Et je vais vous activer votre micro et votre caméra pour que vous puissiez poser votre question. Voilà, je coupe l'enregistrement. Merci à tous et à bientôt pour ceux qui doivent partir.